Donc j'ai pris, je ne suis pas un ethnomusicologue, je connais mal la traduction populaire, surtout celle plus qu'on recule dans le temps, plus ça devient problématique pour moi parce qu'évidemment c'était improvisé et ça se volatilise. Mais on en a des traces, on en a des traces et on peut se l'imaginer. On a surtout, et j'aimerais y arriver à la fin de mon exposé, on a surtout le regard de quelques savants humanistes et qui en ont parlé et qui ont donc la reconnaissance de la musique populaire a constitué quelque chose de tout à fait positif. Et notamment, je pense à Vincenzo Galilei, le père de Galilée. J'y arriverai en fin de parcours. Qu'est-ce que je vais faire conformément au thème des rencontres qui font croiser la tradition populaire et le madrigal, j'ai pensé réfléchir à cette question dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire je suis un historien de la théorie musicale. Je veux dire par là que mon optique est biaisée. Il faut la prendre avec un grain de sel. C'est l'optique d'un historien de la théorie, la mienne. Je vais traiter le problème de ce point de vue-là. Le problème que je vais traiter, c'est une idée qui circule dans la littérature aujourd'hui, la littérature musicologique, quant à, comment dire, la filiation entre il y a une sorte de récitatif à la fin du XVe siècle, qui est celui des cantastorie, bien entendu. Vous en avez parlé ici, je ne vais pas revenir en détail sur ce domaine, mais il y a une thèse qui circule dans la musicologie suivant laquelle cette musique récitée dans une métrique rythmoïde aurait annoncé la basse continue florentine. Voilà, c'est une thèse qui circule encore de nos jours, suivant laquelle la musique rythmoïde des improvisatori à la viola aurait annoncé la basse continue avec l'aspect syntaxique qui va avec, c'est-à-dire une structure accordale, verticale, et la basse continue. Voilà. Je vais discuter de ça, je vais essayer de mettre de l'ordre, donc qu'il y ait, ma thèse c'est clair, qu'il y ait eu filiation, qu'il y ait eu rapport de continuité entre cette manière de chanter, cantar recitando des cantastorie du XVe siècle jusqu'aux opéras. C'est évident, puisqu'on trouve les ottaves et rime, on trouve les arie per cantar versi dans les prologues des opéras florentins, donc il est clair que la filiation est là. Mais il faut mettre de l'ordre là-dedans, puisque la théorie musicale a évolué. Et quelle a été la théorie musicale qui explique ce type de chant? Voilà, c'est le problème que je vais aborder. Donc, selon une thèse largement accréditée, le canal à travers lequel les milieux académiques les plus parfumés, aujourd'hui encore, dans la musicologie la plus officielle, le canal par lequel le madrigal a pu toucher, a pu entrer en contact avec une tradition populaire, c'est le chant parlé des poètes, improvisateurs à la viole. L'improvisation extempore est ubiqua, elle est partout au XVe siècle. Elle rentre par la porte du palais, elle sort par la porte du palais pour atteindre les milieux populaires, ce qui est très intéressant, puisque nous avons là une espèce de medietas, une espèce de trait d'union entre un registre élevé, un registre, disons, les préoccupations des humanistes, des hommes qui parlent grec et latin, et la musique populaire. C'est très intéressant. C'est une véritable médiéta, c'est une sorte de trait d'union entre le registre élevé et le registre populaire. Non seulement ça, mais dans l'optique des humanistes, cette musique des cantastorie, c'est recitar cantando, ou cantar recitando plutôt, ce serait plus exact, constitue le trait d'union entre la musique du présent et la musique antique. Je vous rappelle qu'il y a le titre d'un des très grands traités du XVIe, Dialogue de la musique antique et moderne, de Vincenzo Galilei. Donc la musique dialogue entre l'Antiquité et la musique moderne à travers ce récitatif avant la lettre. La preuve la plus éloquente de cette double optique qui relie musique antique et musique moderne, c'est la fameuse lettre de Angelo Poliziano sur le chant de Fabio Orsini. Elle est tellement belle que je n'ai pas pu résister à la tentation de vous la traduire. Vous en trouverez une version italienne chez Pirotta que tout le monde a traduit en anglais aujourd'hui, mais personne ne va voir le latin. Moi, je l'ai traduit en français à partir du latin. Voici le texte. Comme j'aurais aimé, donc il écrit à Pico de la Mirandola, comme j'aurais aimé que tu aies été invité avec nous chez Paolo Orsini. C'est un grand soudard, un grand militaire de la cour
de Florence, homme très célèbre dans les affaires militaires et également bien reçu dans les milieux littéraires. Il a un enfant de 11 ans, un signe, aussi bien en ce qui concerne la beauté que la vertu. Les cheveux du Jouvenceau étaient blancs. Ils retombaient sur les épaules, ses yeux étaient intelligents, le visage libéral, l'habit magnifique et militaire. On venait de s'attabler, de se mettre à table, on invita Fabio à chanter, accompagné par quelques autres maîtres versés dans son art. Quelques-uns de ces chants que l'on met par écrit par ces minuscules accents de la musique, accentiusculis, dit le texte latin. Immédiatement, ce chant s'insinua de telle manière dans nos oreilles, voire même dans notre poitrine, par une voix si suave qui faillit me ravir à moi-même, raptus, le raptus de l'âme. Et sans aucun doute, il me toucha avec une sensation quasi divine. Il exécuta ensuite un chant héroïque qu'il venait de composer. Que ce dernier ait été composé par lui-même et non par d'autres, chose que j'avais suspectée, je l'appris par des arguments et des signes très évidents. Sa voix était celle de quelqu'un qui ne chantait pas entièrement et de quelqu'un qui ne parlait pas entièrement, mais tu aurais pu y distinguer l'un et l'autre et ne pas y distinguer l'un et l'autre. Elle était plane, modulée, variable comme demande le passage, tantôt variée, tantôt soutenue, tantôt exaltée, tantôt modérée, tantôt calme, tantôt véhémente, tantôt ralentie, tantôt accélérée, toujours précise, toujours claire, toujours agréable. Et le geste était ni indifférent, ni trouble, ni grimaçant. Le geste qui accompagne l'oratio était ni grimaçant, ni affecté. On aurait dit qu'un Roscius, adolescent, se donnait un spectacle sur la scène. Le texte de Poliziano est intéressant parce que d'un côté, il renvoie à la pratique des improvisatori italiens populaires, et de l'autre, à la tradition rhétorique de l'actio. Chez Cicéron, donc l'actio, vous savez ce que c'est que l'actio? C'est le chapitre qui, dans la rhétorique, enseigne à l'orateur à agir avec les gestes, à conjuguer le geste avec le texte, à utiliser la voix dans le but d'agir avec violence sur les affects de l'auditeur. Que la source soit quintilien, c'est évident par la présence, par l'allusion à ce Roscius. Quintus Roscius Gallus est un acteur romain qui avait enseigné l'hypocritique, l'art du geste à Cicéron. Cicéron l'admirait beaucoup. Et Policien voit dans ce jeune un exemple de ce Roscius. Et puis il y a le lexique qui renvoie au chapitre 11, 9 de Quintilien sur l'action. Quintilien, malheureusement j'ai le texte français. Quintilien dit voilà ce qu'il doit régler dans le livre 9 sur la façon d'adapter la voix à l'affect de ce qui est dit. Alors la voix, je cite Quintilien, alors la voix comme interprète de nos sentiments, de nos affects, fera passer dans l'âme des juges l'émotion qu'elle aura prise dans la nôtre, car la voix est l'image de l'âme et en subit toutes les variations. Dans la joie, elle est pleine, elle est pure, s'épanche avec une sorte de gaieté légère, dans la lutte, elle s'élève. Là, elle sera lente, là, elle sera rapide, elle est bonne pour faire accumuler, abonder, courir au but, lente pour insister, inculquer, etc., etc. Elle s'élève ou s'abaisse avec l'âme tumultueuse ou calme, tantôt plus haut, tantôt plus bas. Ainsi, Roscius était plus vif, Ésope plus grave, parce que, etc., etc. Il y a le même, c'est vraiment un rapport d'intertextualité étroite. Bref, ce texte est un exemple de la médiathèse dans laquelle se trouve cette façon de conjuguer les registres, les utopies humanistes sur la musique grecque et le présent, c'est-à-dire la musique des cantastorie. Jusqu'ici, fin qui tutto bene. Jusqu'ici, tout est bien. Le problème que pose cette osmose entre les deux registres et que j'aimerais discuter ici, c'est qu'il y a un abus de langage qui s'opère encore de nos jours chez pas mal de musicologues très sérieux, entre le mode d'écriture des auteurs, qualifié d'accordal, au niveau de l'accompagnement de ce type de débit, cantar recitando, et le basse continu, et le type d'écriture des auteurs de la basse continue, du recitar cantando de la fin du XVIe siècle. Est-ce que la syntaxe est la même? On nous dit toutes sortes de choses. Je vais résumer les thèses des personnes les thèses des avocats qui soutiennent qu'il y a eu filiation directe, qu'au fond, la basse continue du début du siècle est la même que celle de la fin du XVIe. Cette manière de chanter, première thèse, cette manière de chanter aurait immédiatement reçu l'approbation des humanistes, gravitant dans l'orbite des Médicis à Florence au XVe, à commencer par Poliziano,
qu'il aurait préconisé d'un bout à l'autre de son Orfeo de 1482. Une des raisons de cette adhésion immédiate aurait été la conscience humaniste que la musique grecque était monodique, ce qui n'est pas certain. On croit que la musique grecque est polyphonique aussi. Hein. Et deux, la méfiance à l'égard de la polyphonie, c'est-à-dire la méfiance des humanistes à l'égard de la polyphonie de leur temps, produit soi-disant gothique et barbare, pour utiliser un terme de Jean-Jacques Rousseau, et un produit barbare du rationalisme scolastique. Les humanistes s'opposent à la polyphonie. Donc, ils mettent l'accent sur la monodie du recitar cantando des cantastorie. À la sophistication polyphonique, les humanistes auraient opposé la monodie accompagnée du chanté parlé, des improvisatori, qui maintenant devient l'antithèse de la polyphonie, à savoir un mode d'écriture supposant une mélodie unique sur un accompagnement accordal, instrumental. Troisième point, le tout dans la verticalité accordale la plus pure. D'où la thèse que cette manière rythmoïde de chanter aurait constitué le principal modèle de la création de la basse continue des Florentines. Un des premiers à l'avoir affirmé est le tout grand Nino Pirrotta dans Les Due Orfei, en conclusion du chapitre, après avoir cité le texte de Fabio Orsini tout à l'heure, que j'ai lu tout à l'heure, il dit: I concetti fondamentali della riforma monodica fiorentina del Seicento, la dipendenza della musica dalla parola, lo stile recitativo rappresentativo, la sprezzatura dell'esecuzione, lo stile accordale, erano già non solo formulati ma pienamente attuati oltre un secolo prima della nascita dell'opera. Pirrotta savait de quoi il parlait, il savait que par style accordal, il fallait prendre ce terme avec cum grano salis, que les accords de cette époque ne sont pas les accords de la basse continue, mais il a été mal interprété. Et récemment, cette mauvaise interprétation a conduit un bon nombre de musicologues à la conclusion que l'Orfeo de Poliziano aurait été le premier opéra de l'histoire de la musique et le premier à faire usage de la basse continue, ce qui est une hérésie. Et je vais vous expliquer pourquoi. On trouve des traces de cette assertion dans un dossier pédagogique qui circule sur le net aujourd'hui à propos de d'une reconstitution de l'Orfeo qui a circulé récemment dans bon nombre de théâtres d'Europe, l'Orfeo de Poliziano, qui a été refait, dans lequel on chante en récitatif d'un bout à l'autre, alors que l'Orfeo de Poliziano était parlé en grande partie et récité par moments. Enfin, personne ne l'a entendu, il n'y a pas de partition. On y chante de bout à l'autre, etc. etc. Je cite ce site d'Internet. Lorsque Angelo Poliziano écrit en 1480 la fable di Orfeo, sa renommée comme poète lyrique s'étend dans toute l'Italie et peut-être même hors de ses frontières. À 26 ans, il est déjà en pleine possession des sonars. Il est le maître de l'ottava rima, la forme poétique sur laquelle s'établira le futur récitatif d'opéra. C'est-il qu'avec cette œuvre, il ouvre les portes qui vont conduire à l'opéra florentin? Et puis on continue. Art monodique, le rôle des instruments tels que la lira da braccio, le luth ou la viole de gambe était celui du soutien et de l'accompagnement accordal. La poésie était chantée sur des structures musicales connues très simples. On aboutit au récitatif, un style riche en nuances et qui demande de la part de l'interprète une grande maîtrise. Cette thèse se trouve aussi chez un... Ça, c'est un vulgaire site internet, mais publicitaire, simplificateur, mais on la trouve aussi dans le Journal of Musicology en 2003, un article de Jette Barnold Jansen, qui dit que the description of Fabio Orsini rendition can thus be understood as an indication as a relation between the existing oral practice and the solo song in the first court operas. Elle n'a pas parlé d'identité entre la basse continue et le chant des cantastorie, mais il y a un rapport de filiation. Je vais essayer de discuter maintenant cette conviction suivant laquelle ce recitar cantando du début du siècle aurait annoncé la basse continue. Le parti pris de qui a soutenu la naissance de la mélodie opératique au XVe siècle a été la méfiance des humanistes à l'égard de la polyphonie. La thèse est la suivante. Le répertoire de la musique publié par Petrucci est vertical, il est accordal, il est exécuté à voce sola avec un accompagnement horizontal. La preuve en est que ces improvisateurs se font accompagner au luth, ou ils s'accompagnent au luth, ou bien à la viola da braccio, ou sur d'autres instruments, ce qui suppose une structure mélodie accompagnée.
En ce qui concerne, alors, la première objection, en ce qui concerne la viola da braccio, malheureusement, c'est un instrument polyphonique. Le pont est plat et on peut exécuter de la polyphonie. Ensuite, que le recital cantando pouvait être exécuté soit à voce sola, soit avec accompagnement polyphonique, et non pas chordal, c'est-à-dire horizontal, par des voix que l'on ajoute les unes aux autres, c'est que des improvisateurs comme Pietro Bono del Chitarrino se fait accompagner par un ténoriste, c'est-à-dire ils sont accompagnés par quelqu'un qui tient le ténor par derrière. Ce qui suppose la polyphonie et non pas les accords. Et quand il manque le ténor, eh bien, il s'accompagne sur un registre plus aigu, ce qui suppose la polyphonie. La polyphonie. En réalité, l'écriture est horizontale. L'écriture est horizontale. Donc, impossible d'imaginer une structure accordale verticale qui suppose une mélodie. L'écriture est horizontale. S'il y a des accords qui se succèdent, qui se produisent, c'est suite à la rencontre des voix sur des consonances. Ce n'est pas la même chose. Dans le récitatif florentin, le compositeur pense des accords qui sont contenus en germe dans la basse continue. C'est comme si la basse continue était un arbre et l'arbre contenait les feuilles. Les feuilles, ce sont les notes qu'on touche dans la mélodie, mais elles sont toutes contenues, les accords sont contenus dans la basse, dans l'ordre de la basse. Il n'est pas question de cette conception dans la musique du début de la fin du XVe siècle. Les accords peuvent exister, mais ils sont la conséquence du mouvement des voix. C'est comme si on prenait une photo sur une autoroute, il y a 3 voies dans une autoroute, on prenant une photo, eh bien on voit les voitures alignées, mais on oublie qu'en réalité il s'agit de mouvements horizontaux. Mais c'est ce qui se passe dans la musique du XVe siècle et ce qui nous interdit de parler de musique accordale à ce niveau-là. Il y a un texte de Boiardo que j'aimerais vous lire qui confirme cette idée que en réalité, on pouvait conjuguer, la conception était polyphonique au départ. Boiardo dit: l'uno dice sopra e l'altro di tenore e il terzo fa contra alla canzone. C'est-à-dire ils ajoutent des voix les unes à côté des autres, ils ne sont pas en train d'articuler des accords. Ce qui exclut la basse continue. Pirotta l'a bien compris parce qu'il était fin connaisseur de la théorie. À son avis, il s'agirait d'une contradiction par rapport alla polyfonia. Il dit: l'apparente contraddizione risulta dal fatto che le aggiunte alla base canto-tenore sono sempre dettate da un senso accordale e armonico e si differenziano dunque dalla tendenza a costruire linearmente e contrapuntisticamente che è caratteristico dell'altra corrente. L'altra corrente, c'est l'écriture polyphonique franco-flamande. Il y aurait conflit entre la musique monodique italienne et le contrepoint franco-flamand. Ce sont des thèses qui remontent à Jean-Jacques Rousseau, qui a dit que le Nord a produit le contrepoint et l'Italie a produit la mélodie. C'est faux, c'est une aberration. Ça vient de la théorie des climats. Les Italiens, peuple passionné, tempérament chaud, sanguin, colérique, produisent la mélodie. Ils sont géniaux de nature. Les Allemands ont produit la polyphonie gothique et barbare. Les romantiques de la génération de Pirotta avaient hérité de cette idée que le Nord avait produit le contrepoint et l'Italie avait réchauffé. Il faut faire attention avec cette doctrine. C'est faux, parce que même dans le courant franco-flamand, gothique et barbare, on chante à voce sola. Les chansons de Dufay se chantent avec une mélodie accompagnée par un instrument, mais ce n'est pas encore une fois de la basse continue, c'est du contrepoint dans lequel on isole la partie supérieure par rapport aux voix graves. Sur la méfiance présumée des humanistes pour la polyphonie, ça ne marche pas non plus. Les humanistes n'avaient pas de méfiance à l'égard de la polyphonie. Il n'y a pas de trace dans leurs textes. J'ai passé une vingtaine d'années dans l'étude des textes de Marcille Ficin, de Pic de la Mirandole et ces gens-là. Je ne trouve pas de méfiance à l'égard de la polyphonie. Il faut dire que la connaissance de l'humanisme a fait des progrès depuis. J'ai bien connu Claude Paliska, qui était peut-être le plus grand théoricien de l'humanisme musical aux États-Unis, à Yale University. Il m'a traduit un article. J'ai eu la chance de me faire traduire par lui. Eh bien, en causant avec lui, il ignorait tout simplement que Ficin s'était intéressé à la théorie mathématique du contrepoint. Il ne savait pas qu'il avait un tel intérêt pour la psychologie des affects, etc. Il m'a dit, I didn't know that, me dit-il. Et je suis certain que si Pirotta avait eu connaissance de l'intérêt des humanistes pour la polyphonie, il n'aurait pas fait autant pour reconnaître dans les humanistes des ennemis de la polyphonie. Je crois qu'il est erroné aussi de croire que la récitation de la
poésie italienne au XVe siècle impliquait une conception monodique et accordale. Je viens de le dire. On reconnaissait des accords partout, à l'époque de Osthoff, de von Fischer, de Pirotta. Dès qu'on voyait une polyphonie homophone, ben c'est accordal, etc. En réalité, il s'agit, je le répète, d'une composition polyphonique horizontale dont la voix aiguë est isolée par rapport au contexte. Et la syntaxe harmonique est totalement différente. Par exemple, on en parlait hier, dans une conception comme celle-ci, un accord comme quinte et quarte est tout à fait possible, parce que dans cette conception polyphonique, on harmonise des intervalles à partir de la voix la plus grave, et une quinte et une quarte, do, fa, do, sol, sont parfaitement légitimes, indépendamment du fait qu'il y a une dissonance entre sol et fa. C'est une quinte et une quarte, tout simplement. Et ça, pourquoi? Parce que c'est la conséquence de deux mouvements, de deux voix qui se rencontrent sur la quinte et sur la quarte. C'est aussi simple que ça, mais il n'est pas question d'accord. Le style récitatif, une autre différence qui nous empêche de confondre les deux, une autre différence qui nous empêche de confondre les deux récitatifs, l'ancien et le moderne, c'est que l'aria per cantar versi et le nouveau style monodique représentent deux pôles différents. La première suppose une conception polyphonique, je répète, de l'accompagnement. La deuxième, une conception verticale, le récitatif florentin, et une conception de l'accord dans laquelle toutes les parties polyphoniques se trouvent en germe dans la succession verticaux. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Vincenzo Galilei. Là, j'aimerais vous arriver à son texte qui est très intéressant. Il y a une optique très Volksgeist, esprit du peuple chez Galilei, qui est très intéressante. Il va conjuguer tout ce discours sur son regard pour la musique moderne du présent, des cantastorie, de la musique populaire de son temps. C'est un des rares théoriciens qui a un regard analytique aussi, comment dire, pointu sur la musique populaire de son temps. Il dit que les formules de l'aria per cantar versi n'avaient rien en commun avec la basse continue de son temps, ni le recitar cantando, a été affirmé expressément par Vincenzo Galilei dans un passage du Dialogo, et puis dans les écrits qui n'étaient pas entrés dans le Dialogo, qui ont été conservés dans les bibliothèques à cette époque, notamment les riflessioni sul genere armonico et i dubbi sulle riflessioni del genere armonico, publiés aujourd'hui à part en Allemagne par Remp. À propos de la monodie proprement dite, le style récitatif de la nouvelle musique, il dit que c'est la basse qui donne l'air et le mouvement de la composition. Il dit, è il basso che dà l'aria alla composizione. Je répète, dans le style récitatif moderne, è il basso che dà l'aria. C'est le basso qui contient le caractère. Dar l'aria. Aria doit être interprété comme caractère, comme modo, etc. C'est l'aria, c'est la basse qui gouverne. Car c'est la succession des accords est contenue en germe dans la ligne de la basse. À propos des airs populaires, il cite la Brunettina mia, la Romanesca, il dit que chante les cantastorie. Il note que c'est la partie supérieure qui dà l'aria à la composition, et la mélodie qui dà l'aria à la composition. Et c'est la formule mélodique au soprano de ces chansons qui gouverne le caractère. Et cela, indépendamment du fait que si, dit-il, très important, l'aria del soprano gouverne la composition, indépendamment du fait que si aux autres chanteurs ajoutent des parties polyphoniques dans les parties graves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cantar recitando du début du siècle, dans ce cantar recitando, la mélodie n'est pas un produit des accords, comme le pensait Pirotta et ses émules. L'air qui donne à la composition ne doit rien aux 6 autres parties polyphoniques qui pourraient l'accompagner. L'air peut s'en passer des accords. Les accords ne changent pas pour Galilei. L'harmonie contrapuntique est servante de la mélodie chez Galilei, comme on le dira plus tard dans les disputes entre Monteverdi et Artusi. Et les accords qui accompagnent la mélodie dans ce contrepoint sont la conséquence du mouvement horizontal des parties, comme je le disais tout à l'heure, comme si on prenait une photo sur les voitures, sur une autoroute avec les voitures en concurrence, en mouvement sur une autoroute. D'ailleurs, il est même erroné de parler d'accords, car il s'agit de pseudo-accords. Ce sont des agrégats en réalité. Un accord majeur n'est pas une entité homogène, c'est une quinte et une tierce. Dans le contrepoint de cette époque, on peut attaquer sur les temps forts un accord comme, pour ceux qui connaissent la musique, comme sol, si bémol, mi,
Ce qui, Rameau aurait dit non, non, si bémol est une dissonance, il faut le préparer, il faut le résoudre. Il dit c'est une septième de dominante dont la basse doit être ramenée en bas, etc. Pas du tout, personne ne fait ce raisonnement à l'époque. Ils vous disent que la fondamentale, c'est sol, et que cet accord, c'est une tierce mineure et une tierce majeure. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire avec la théorie que c'est la basse qui produit l'accord. C'est simplement le fruit des rencontres d'une tierce et d'une sixte. Un accord comme mi, sol, dièse, do est parfaitement légitime, même chez Palestrina, le plus catholique des compositeurs du XVIe. C'est une tierce majeure et une sixte mineure, ce qui exclut la théorie d'une basse fondamentale contenue dans les accords. Et c'est ce qui se passe dans les harmonisations contrapuntiques. C'est un argument irréfutable qui prouve que l'aria per cantar versi, au début du siècle, était l'opposé de la mélodie accompagnée de la basse continue. On ne peut pas la confondre, comme il a été dit, comme on le dit aujourd'hui sur Internet. Dans la mesure où on harmonisait une mélodie et non pas une basse. Et Paliska, qui a écrit le plus bel article sur cette question, Pseudemonody, Galilei en Pseudemonody, vous trouvez ça sur JSTOR, je l'ai ici, je vous le donne si vous voulez. Paliska a intitulé l'article Between pseudo-monody, c'est-à-dire pour la monodie du début du siècle, et la basse continue, monody. Pseudo-monody et monody. Ce n'est pas la même chose. D'abord parce qu'il y a une autre différence dont on n'a pas parlé, je termine bientôt. Il y a une autre différence dont on n'a pas parlé, c'est que la pseudo-monodie du début du siècle, c'est du cantar recitando, c'est-à-dire on utilise des modules mélodiques pour chanter des structures strophiques dans lesquelles la mélodie se recombine au texte. Ce qui rend difficile l'idéal des Florentins, qui est le madrigalisme, qui est la traduction de l'affect expliqué dans le texte dans le corps de la mélodie. Parce que si mélodie et texte se recombinent, la première strophe parle des montagnes et vous illustrez les montagnes avec la mélodie. Dans la deuxième strophe, il est question des arbres, de la souffrance, cruda, inesorabile morte, et vous verrez la mélodie des montagnes, la figure, l'image, la ekphrasis musicale de la première strophe sur l'autre. Et il faudra l'adapter. Je pense que les improvisatori devaient savoir adapter, je pense, malgré tout, des modules fermés comme les arie per cantar versi qui n'étaient pas si fermés, c'est une musique élastique, un chewing gum, ils devaient pouvoir embellir, etc., et probablement suivre le texte, mais c'est difficile. Le récitatif, au contraire, est narratif. Le récitatif d'opéra n'est pas enfermé dans une structure pezzo chiuso, il est narratif, il évolue sans continuité, et donc là c'est très facile de traduire le texte, c'est une différence supplémentaire. Quant au fait, je termine, que la première manière de chant à voce sola ou polyphonique a existé en nature, dans la musique populaire, il n'y a aucun doute. Galilei le dit. Il dit existe, est ubiquo. Et Galilei a même dit que cette manière était connue des anciens Grecs. Pour lui, l'étude, comme chez Poliziano tout à l'heure, cette musique des improvisateurs représente deux pôles dans lesquels se trouve l'humaniste peut conjuguer les grands idéaux utopiques sur la renaissance de la musique grecque, le dialogue de la musique antique et moderne. D'un côté, l'étude les exemples que la musique populaire peut donner à un savant comme lui rentrent dans le chapitre Imitazione della natura. Les renseignements que l'Antiquité grecque nous donne sur ce récitatif, c'est-à-dire la paracatalogue dans la tragédie grecque, c'est-à-dire les allusions à la musique rythmoïde chez Aristide Quintilien, chez Aristoxène. On a des traces antiques chez Boès, ils en parlent. Il suffisait d'aller à l'église pour écouter les récitatifs liturgiques aussi. Pas, ça a toujours existé, tout ça. Mais les références à l'Antiquité que Poliziano a lues dans la bouche de Fabio Orsini rentraient dans le chapitre Imitazione degli antichi. Les deux choses convergent vers le même but dans l'optique de Galilei. C'est très intéressant, il y a un passage où il dit, par exemple, que la musique des anciens Grecs, en particulier, à propos de l'aria per cantar versi, il tient tout un discours très intéressant où il cite comme modèle les lois de Platon, dans lesquelles il était question de l'accompagnement, de manière de conjuguer l'accompagnement instrumental à la mélodie. Et il l'applique à l'aria per cantar versi. Il donne des renseignements donne des indications sur la manière d'harmoniser les chants populaires. Et il prend comme exemple Platon, qui dans les lois a dit, il recommande
dans les lois 821, Platon recommande que les apprentis dans le jeu de la lyre devaient accompagner les chants seulement dans la manière proscorda, c'est-à-dire corde à corde, note à note. Platon dit il est erroné de broder à la cithare sur quelqu'un qui chante à l'unisson. Il faut accompagner le chant son à son, note à note, à l'unisson. Et non, et jamais symphonon, dit Platon, jamais en consonance, jamais en polyphonie. Galilée est tout intéressé là-dessus, dit non, la polyphonie est une aberration, parce qu'elle multiplie, produit une sorte de diffraction de l'idée. Il s'agit de parler de la colère, la polyphonie multiplie en 4 parties l'idée, l'unité d'affect, et donc la polyphonie c'est de l'eau tiède, puisque la basse est froide et l'aigu est chaud, c'est comme les 4 éléments. Et dit, la polyphonie édulcore et neutralise l'éthos de la mélodie. Il faut une polyphonie qui, à Galilée, il dit, non, chanter à l'unisson, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Platon parle d'une forme d'accompagnement contrapuntique. Ouais, tout à l'heure, on disait que la musique grecque était monodique. Encore Galilée, il croit qu'elle est polyphonique. Il dit non, il dit, Platone parle di una polifonia, mais d'une polyphonie homophone, harmonisée à partir de l'aigu, comme dans l'aria per cantar versi. D'où la relation entre la pratique des improvisatori et la musique grecque, encore une fois. Il dit non, il faut harmoniser la mélodie aiguë, mais il faut l'harmoniser de telle sorte que l'accompagnement ne vienne pas produire une diffraction, ne vienne pas contredire l'éthos de la mélodie. Et il donne des exemples d'harmonisation proscorda à 4 parties. En quoi consiste? Il dit, c'est ce qui se passe dans l'aria per cantar versi aujourd'hui dans la musique populaire. Sans le savoir, nos musiciens populaires d'aujourd'hui font ce que Platon a dit. C'est-à-dire, ils créent un accompagnement qui est contrapuntique, mais dont les parties s'unissent dans une unité de la mélodie sans la contredire. C'est très intéressant cette histoire. C'est-à-dire, il réfléchit sur la façon dont on peut ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire conjuguer la polyphonie qui multiplie, qui produit la diffraction de l'unité de mélodie avec une mélodie unique, avec une mélodie harmonisée depuis en haut, et non pas depuis le grave. Il dit, il faut harmoniser de telle sorte, j'ai traduit le texte ce l'ho da qualche parte, de Galilei, j'ai fini, hein. Je m'excuse. Il dit, suonare all'unisono, en quoi consiste suonare? Vous comprenez tous l'italien naturellement. Suonare all'unisono non significa raddoppiare la melodia. Tolgo gli occhiali, j'ai perdu la vue avec l'âge. Suonare all'unisono non significa solamente raddoppiare la melodia, ma anche un altro genere di accompagnamento. E questo avviene quando il cantore canta con l'istrumento nel quale vengono toccate più corde allo stesso tempo, e qui è il punto, di tal maniera che formino diverse consonanze fra di loro, ce qui suppose la polyphonie et non pas la monodie accompagnée. Il est en train de dire que la mélodie accompagnée all'unisono dei cantori per cantar versi è una forma di polifonia di tal maniera che formino diverse consonanze fra di loro, ma in maniera uniforme con i suoni del cantore, con i quali divengono tutti parte di uno stesso e medesimo suono, come capita nelle arie che ho citato sopra, c'est-à-dire la brunettina e la romanesca, eccetera, eccetera. La brunettina mia, la pastorella si leva per tempo, eccetera. Il est en train de théoriser l'idée d'un contrepoint homophone, mais harmonisé depuis l'aigu. Ce qui est, voilà, une manière de conjuguer le présent et le passé. Il nous dit beaucoup de choses, que la polyphonie, la monodie accompagnée du début du siècle n'a rien à faire avec la basse continue dans laquelle on harmonise la basse, alors qu'ici on harmonise en contrepoint homophone la voix supérieure, quand on l'harmonise, parce que la monodie peut se passer du contrepoint. La monodie des cantastorie peut être chantée à voce solo, mais quand on l'harmonise, il dit c'est du contrepoint. Et ça n'a rien à faire avec la basse continue. La basse continue harmonise la basse. Et il suppose l'accord vertical. Ça me paraît clair. Très clair. L'imitation de la nature, à savoir la musique spontanée des paysans, comme l'imitation des anciens, Platon et tout ce que je viens de dire, mutatis mutandis, conduisait à des résultats analogues, dans un merveilleux dialogue de la musique antique et moderne, à la fois savant et engagé dans la réalité historique contemporaine. Galilée, il faut lui faire un monument pour cette optique. Il n'y a pas de théoricien à l'époque qui ont ce regard sur la musique populaire.
Ça n'existe pas. D'ailleurs, et je doute même, j'ai fini. J'ai déjà dit une fois. On peut se poser la question si cette optique, Volksgeist, avant la lettre, était celle des humanistes. Puzza un pochino. Je ne mettrai pas ma main sur le feu que Poliziano, vous avez bien vu, il a devant lui un cantastoria. Enfin, c'est pas un cantastoria, ils sont à la cour. Le jeune Fabio Orsini est en train de chanter un canto héroïque sous Pietro de Medici. C'est très select, c'est l'ambiance parfumée. À quel point il a détourné, il a liquidé la question populaire de ce chant, les origines de populaire, pour les ramener à Quintilien, n'est-ce pas? Et je ne suis pas sûr que les premiers sont néoplatoniciens, les humanistes, Ficino, Poliziano, Pico. Pour eux, la réalité sensible n'est que le lieu du devenir indéterminé de l'histoire. Il n'y a pas d'intérêt historique chez ces gens-là. Si cette musique peut les intéresser, c'est parce qu'elle confirme la paracatalogue des antiques, parce qu'elle confirme leurs thèses sur l'actio rhétorique, sur l'oraison, etc., etc. Mais il n'y a pas... Galilée est un aristotelico. Galilée est un aristotelico. La mera énergie del particolare l'intéresse. Pour lui, c'est l'histoire. L'histoire fait irruption dans le système. Il s'est attaqué à Zarlino, l'accusant de néoplatonisme et de tous les noms. Il a eu raison. Merci, je vous remercie. J'ai fini. Merci Bren. Tu as lancé, je crois que tu as vraiment posé les fondements de ce qui peut être une discussion qui va bien entendu déborder le cadre de cette journée et qui pourrait être poursuivie, je crois, longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Gli amici. Merci, c'est extrêmement intéressant. Je suis absolument... Grazie, si c'est vous qui le dites. Oui. Chers collègues. La chose qui m'intéresse beaucoup, c'est j'ai une question à propos de la conduite du tempo. Ça veut dire... Oui. Moi, je cherchais de faire une reconstitution de ça. Oui. Donc, vraiment de reconstituer la pratique de cantastorie, de cantari, en cherchant de suivre une idée de comment il était décrit. Et la chose qui m'a beaucoup frappée, c'était le fait que même, pas seulement la description de la lettre de Poliziano et d'autres éléments, mais aussi le Calmetta, le biographe de Serafino Aquilano, qui était notre poète improvisateur. À un certain moment, il cite, je cite un de ce... du chapitre qual stile tra i volgari poeti sia da imitare, il dit sono da essi essere essi stimati di sommo giudizio coloro che cantando mettono tutto lo sforzo in esprimere bene le parole, e jusque là ça va, e fanno che la musica le accompagna con quel modo che sono i padroni da servitori accompagnati, facendo non gli affetti e le sentenze della musica, ma la musica delle sentenze e degli affetti esser ministra. Esatto. Et tout ça, bien sûr, on le retrouve à Monteverdi, on le retrouve à Caccini, mais moi, je ne suis pas du tout convaincue qu'il faut le faire comme à la manière de Monteverdi et de Caccini, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de malentendu de ça. Mais en même temps, la chose qui me vient comme interprète, c'est que pour suivre les sentences, moi, je ne peux pas exactement suivre le tempo du contrepoint exactement comme souvent il est indiqué. Ça veut dire avec la mesure. Oui. Et donc, je suis très fascinée par l'idée de tout ça. Ça veut dire, je suis convaincue qu'il ne faut pas partir par la basse pour harmoniser, etc. Ni par la musique, ni par la musique. Mais par la mélodie, par le texte, mais en même temps, comment on le fait en termes de rythme. Ça veut dire que si je dois suivre l'élan du texte, je suis obligée à, comment dire, faire de ralentissement ou quelque chose qui est normal. Oui, sprezzatura, si on veut l'appeler à la manière de Caccini, mais ce n'est pas ça que j'ai dans ma tête comme exemple. Ça veut dire, moi, je suis partie par ce qui venait d'en bas, pas par ce qui venait de la musique baroque. Je pars de la musique médiévale, donc j'y arrive à ça. Oui. Et donc aussi, il y a des exemples très intéressants de chants accompagnés, de la monodie accompagnée, qui est très rythmique quelquefois.
Bien sûr. Et Le trotto, le carré per cantar versi, surtout que c'est strophique souvent. Oui, c'est strophique. Oui. Mais ces descriptions, ils clochent un peu avec l'idée de contrepoint mesuré. Oui, oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous pensez à propos du tempo? Il faut absolument renoncer à la mesure. À la mesure. Ok, donc évident. ça, non, Mais c'est ce qu'il dit, ça quand va. il dit que Ouais. la musique est servante du texte, il est en train de dire que c'est le texte qui donne le rythme. C'est ce que dit Angelo Poliziano. Le contrepoint, le texte qu'on vient de lire, que tu viens de lire, dit clairement, t'autorise à utiliser le rubato. Okay. Ça, c'est certain. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça la grande différence pour moi. Oui. Dans la lettre de Poliziano, je trouve que quand il parle des segnucci de la musica, intéressant. Ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, c'était on sort des règles de la mesure. Oui, ça veut dire où la musique a les notes minimes, donc il a des notes qui sont proportionnelles. Et pour moi, c'était un peu ça la signification. Donc ce terme accentum culis m'a posé problème parce que accentus renvoie à la notation pneumatique. Ouais. Mais je doute que ce jeune Fabio Orsini ait été élevé par les moines byzantins. Il avait sous les yeux des noms à accent qui ont persisté à Byzance. Est-ce qu'il a été élevé par Emmanuel Chrysoloras? Que sais-je? Ceux qui enseignaient le grec à Florence à cette époque, ils lui ont montré la notation grecque à accent qui persiste chez eux. Je n'en sais rien. Quelle espèce de cantillation, ça veut dire non, parce que la notation pneumatique est née des accents, c'est-à-dire on note l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et on donne une idée de la mélodie. C'est possible qu'il fasse allusion à ça. Poliziano en sait long sur la théorie musicale. Il y a une lettre de lui sur les mathématiques pythagoriciennes, juste quelques pages après celle-ci. Il y a une lettre sur les mathématiques pythagoriciennes. C'est un spécialiste, c'est un musicologue, Poliziano. Il sait de quoi il parle. Absolument. Mais je me demande si ce terme renvoie à une notation de son temps, ou si ce n'est pas peut-être une sorte de sténographie que les récitants, mais je n'ai pas de trace de ça, que ceux qui devaient improviser sur Supra Librum avaient noté par des accents pour montrer les inflexions mélodiques, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, ça pose problème pour moi. Mais c'est certain qu'il faut recourir au rubato dans ton cas. À mon avis, il n'y a aucun doute, c'est le texte qui l'exige. Parce que aussi, si on pense à les tablatures pour lutte qui sont absolument contemporaines, la Bossinensis qui met en tablature toute la musique, le De Frottole, etc., qui c'est parallèle exactement à cette époque. Alors j'imagine i ricercari qui sont bien sûr tablature, mais sans tempo. Ça veut dire senza tempo avec une mesure libre. En plus, cette idée du senza tempo, ça existe depuis longtemps à partir du XIIIe, XIIe siècle, dans la polyphonie à deux voix. Donc il y a des descriptions de ça constamment. Donc ce n'est pas une chose qui est en contradiction. C'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé dans cette idée maniéristique, je dis, maniéristica, d'interpréter les textes. Et on a voulu quelquefois aussi trouver dans le madrigal, par exemple, plus ancien, de signes de madrigalisme que pour moi, ça n'existait pas tellement. Ça veut dire qu'on peut le trouver, bien sûr. Si on analyse 400 morceaux, il y a des moments où il y a des ornements qui soulignent un mot, bien sûr, mais ce n'est pas les affetti. Donc, il y a une différence aussi dans la description de ça par rapport à ceux qui seront les affetti et qui sont l'expression d'un texte. Les locutions. Locution, exact. Oui. Il y a une source qui justifiait la métrique rythmoïde, je l'appelle ainsi. C'est un terme de Aristide Quintilien. Il y a le mètre, il y a la prose, et au milieu, il y a la métrique rythmoïde. Il y a une source qui justifie ça, pour la musique instrumentale en particulier. Et c'est la poétique d'Aristote. C'est la rhétorique. La rhétorique de l'exorde. Aristote a dit que l'anabolé des joueurs de dithyrambes dans l'Antiquité est comparable à l'exorde du rhéteur. C'est-à-dire, ça se joue dans un style parataxe, dans une prosa soluta en latin, qui n'a pas de rythme, qui a un rythme coordonné par parataxe, diligence negligentia, dira Cicéron. C'est-à-dire,
tu laisses aller le rythme, tu parles en récitatif, etc. Ça, c'est hors des quantités continues, hors de la ratio. Et ça s'est incarné à la Renaissance dans la conception mathématique du tempo gouverné par les quantités continues. Les théoriciens de la musique te disent qu'il y a deux types de quantités en musique. Il y a la quantité arithmétique qui a produit le rythme, quantifiable. Et après, il y a la quantité continue qui produit le rubato. Et c'est là, tu l'as dans certaines formes dépourvues de régularité rythmique. Le ricercare, la toccata, la fantasia non misurata, etc. Or, ce qui arrive, c'est la chose suivante. Les commentateurs d'Aristote, qui sont en train de commenter ce passage de la poétique de la rhétorique d'Aristote, où il parle du style libre, relâché du langage dans le prélude, Aristote avait dit « Ceux qui font l'exorde dans les dithyrambes se comportent comme les joueurs d'Aulos, qui jouent n'importe quoi, dans n'importe quel rythme, avant d'enchaîner avec la pièce proprement dite. » Très intéressant cette histoire. Les commentateurs, Orazio Toscanella et Speroni, les commentateurs de la poétique, de la rhétorique d'Aristote, vont substituer le luth, le clavecin, à l'Aulos. Ils vont dire, cette musique rythmoïde est exactement la même, c'est-à-dire que l'on pratique aujourd'hui sur le luth, sur la chitarra, parce que la lira diventa il liuto, etc. Bon. Et là, fait irruption dans la théorie musicale de la Renaissance l'idée d'un rubato instrumental maintenant. Mais c'était la même, ça passe par la rhétorique, et dans la rhétorique, ça passe dans la théorie de l'action. Et Fabio Orsini et Angelo Politiano ont très bien compris l'histoire. C'est la rhétorique qui a amené ça. C'est la rhétorique de la prosa assoluta. Et à mon avis, il ne faut pas hésiter d'utiliser les quantités continues, d'autant plus que dans l'esprit des humanistes, j'ai écrit un long article qui serait long de l'expliquer, mais dans l'esprit des humanistes, pourquoi ils s'intéressent tellement à l'improvisation? Parce que c'est comme au XIXe siècle avec Chopin, on veut voir l'artiste dans un état de fureur, traversé par la transe, par la divine fureur. Et le génie est suprarationnel. Il y a eu une association d'idées qui s'est faite à cette époque. Ratio égale division arithmétique du tempo. Supraratio égale quantité continue. Affectus transvolans per omnia predicamenta. C'est-à-dire que le sommet de l'inspiration en musique, dans un état de transe, passe par les quantités continues, c'est-à-dire l'improvisation. Les grandes photos que nous avons du XVIe siècle d'artistes en train de jouer sous l'impulsion du vaticinium, visités par les muses, ils jouent des musiques non mesurées. Et par exemple, le texte de Pontus de Thiard sur Francesco da Milano, je ne sais pas si tu connais dans le solitaire second, Francesco da Milano ensorcelle un festin de Monsieur de Vintimille avec una toccata non misurata. Con una fantasia, il se mit à toucher une fantaisie, à rechercher, dit-il, à rechercher, à tocar. Il faisait mourir les cordes sous ses doigts, il nous a envoyés dans une extase mélancolique. Il est en train d'improviser. Il est en train d'improviser dans une musique rythmoïde. Et ça continue, ça continue, ça continue. Cette tradition a conduit à quoi? Et conduit à cautionner, à placer sous la théorie du génie toute la musique non mesurée. Pour quelle raison, à la Renaissance, la plupart de ces pièces non mesurées ont trait avec la mélancolie? Plainte faite à Londres pour passer la mélancolie se joue lentement et avec discrétion, dit Froben.